accrochez-vous, parce que là, on ne parle plus d'un simple débat administratif, on parle de l'âme du football africain, on parle d'un continent qui mérite mieux que des décisions floues et des stratégies bricolées. Il y a des moments où le silence devient une complicité. Et aujourd'hui, beaucoup estiment que le silence n'est plus une option. La colère n'a pas éclaté en une nuit. Elle ne s'est pas levée comme une tempête soudaine après un match perdu. Non, elle s'est installée doucement, insidieusement. Réunion après réunion, annonce après annonce, décision après décision. Au départ, il n'y avait que des doutes, de simples interrogations, des débats d'experts sur des plateaux télé. Puis, les discussions ont quitté les studios pour gagner les tribunes, les réseaux sociaux, les cafés, les rues de Dakar, d'Abidjan, de Yaoundé ou de Casablanca. Car à chaque prise de parole du président de la CAF, l'attente est immense. L'Afrique du football espère des clarifications, une vision forte, un cap assumé. Mais trop souvent, ce qui ressort, ce sont des zones grises, des annonces perçues comme petites, comme précipitées, des décisions qui semblent prises sans pédagogie, sans projection claire sur le long terme. Et c'est là que le malaise grandit. À chaque assemblée générale, au lieu d'apaiser les tensions, les interrogations se multiplient. Pourquoi ce changement? Pourquoi maintenant? Quelle stratégie globale? Où va réellement le football africain dans les 10 prochaines années? Les supporters, eux, ne raisonnent pas en termes administratifs. Ils raisonnent en émotion, en héritage, en fierté. La Coupe d'Afrique des Nations n'est pas qu'un tournoi, c'est une identité. C'est une mémoire collective. C'est une scène où des générations entières ont vibré au rythme des exploits de leurs héros. Alors quand les décisions semblent s'enchaîner sans cohérence visible, la frustration devient plus qu'un simple mécontentement. Elle se transforme en inquiétude. Certains fans ne mâchent plus leurs mots, ils parlent d'un football africain qui s'étiole, non pas en termes de talent, car le talent est là, éclatant, mondial, mais en termes de gouvernance, de lisibilité, de stabilité. Ils observent les autres confédérations, ils comparent, ils analysent, ils veulent comprendre pourquoi l'Afrique, riche d'un vivier exceptionnel, peine encore à structurer une trajectoire qui mette pleinement en valeur son potentiel. Ce sentiment n'est pas une attaque gratuite, c'est le cri d'amour d'un continent pour son sport, une exigence, une volonté de voir la CAN, les compétitions africaines et les sélections nationales progresser, se renforcer, s'imposer comme des références mondiales. Parce que l'Afrique du football ne manque ni de passion, ni de talent, ni d'histoire. Ce qu'elle réclame aujourd'hui, c'est une vision claire, une stabilité stratégique, une gouvernance qui rassure autant qu'elle inspire. La colère n'est pas un rejet, elle est un signal. Et dans le football, quand le public commence à douter, il ne s'agit plus seulement de résultats sur le terrain, il s'agit d'une confiance à reconstruire. Le débat fait rage depuis plusieurs années dans les cercles du football africain, sur les plateaux télé et dans les coulisses des fédérations. Faut-il maintenir la Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans ou revenir à un rythme plus rapproché tous les 2 ans? Pour une majorité d'observateurs, de passionnés et même d'anciens acteurs du terrain, la réponse est évidente. La CAN ne devrait pas se limiter à un rendez-vous quadriennal. La Coupe d'Afrique des Nations, lorsqu'elle se jouait tous les 2 ans, possédait un rythme qui était bien plus qu'un simple calendrier. C'était un tempo qui forgeait une identité. C'était un rendez-vous régulier qui alimentait la passion des supporters, qui permettait aux jeunes talents de se révéler, qui créait des histoires, des héros, des moments gravés dans la mémoire collective du continent. Tous les 2 ans, les nations se retrouvaient, les stades vibraient, les drapeaux flottaient et les chants traversaient les frontières. Le football africain respirait à ce rythme-là. Changer ce rythme en le passant tous les 4 ans, c'est toucher à l'ADN même de la compétition. Ce n'est pas qu'une question de calendrier, c'est une question de lien avec le public, d'opportunité pour les joueurs, de visibilité pour les clubs et de continuité pour l'ensemble de la scène footballistique africaine. Tous les 4 ans, l'écart est trop long. La flamme s'éteint un peu. Les jeunes talents passent parfois à côté de leur chance, faute de tournois réguliers pour briller. Les équipes se perdent du rythme international et le continent s'éloigne de cette dynamique de compétition permanente qui le rendait si attractif. Pour beaucoup, cette décision n'est pas un simple ajustement. Elle marque le début d'une série de choix contestables. Une rupture avec ce qui faisait la force et l'identité du football africain moderne. Et si le rythme change, tout le reste en découle. La planification des clubs, la préparation des sélections, la stratégie de développement du football national et continental, ce n'est plus seulement une question de tournoi, c'est une question de trajectoire pour tout un continent. Chaque fois que ce débat revient sur le devant de la scène, il ravive
les passions, les frustrations et surtout la conviction que l'Afrique mérite mieux qu'un calendrier arbitraire. Parce que le football africain n'est pas un simple événement ponctuel. C'est une histoire, un rythme, une flamme qu'il faut entretenir, nourrir et protéger. Et aujourd'hui, de nombreux acteurs le disent haut et fort. Maintenir la CAN tous les 4 ans, c'est risquer de ralentir la machine alors que le continent a besoin d'un tempo qui le propulse, le fait vibrer et le rend incontournable sur la scène mondiale. Lorsque la Confédération africaine de football a décidé d'attribuer la Coupe d'Afrique des Nations 2027 à la Tanzanie, à l'Ouganda et au Kenya, les réactions n'ont pas tardé à se faire sentir. Sur les plateaux télé, dans les forums et parmi les supporters, beaucoup ont levé les sourcils, marquant leur étonnement face à ce choix audacieux. 3 pays, un projet ambitieux, mais des défis colossaux à relever. Car au moment même de l'attribution, plusieurs infrastructures essentielles n'étaient pas encore homologuées. Stades, centres d'entraînement, équipements logistiques, autant d'éléments indispensables pour accueillir une compétition d'une telle envergure. La décision, bien que porteuse d'espoir pour le développement du football dans ces nations, a immédiatement soulevé une question simple mais fondamentale. Le timing était-il réellement approprié ? Il ne s'agit pas ici de remettre en cause la passion ou l'engagement des fédérations nationales. Tanzanie, Ouganda et Kenya ont montré à plusieurs reprises leur détermination à progresser sur la scène sportive africaine. Mais organiser une CAN, ce n'est pas simplement une affaire de volonté, c'est une question de préparation minutieuse, de gestion rigoureuse et de calendrier respecté. Un tournoi continental ne tolère ni improvisation ni retard. Et derrière cette attribution plane une inquiétude légitime. Et si les travaux prenaient du retard? Et si un report venait bouleverser non seulement le calendrier de la CAN 2027, mais toute la planification du football africain pour les années à venir? Chaque report, chaque imprévu a un effet domino. Sponsors, diffuseurs, clubs, joueurs et supporters se retrouvent impactés. La crédibilité de la compétition et par extension celle du football africain est alors mise en jeu. Ce choix audacieux pouvait être une opportunité historique pour ces nations émergentes, mais il impose également une exigence sans compromis, la rigueur, la discipline et la capacité à respecter les délais. Le football africain ne peut pas se permettre d'osciller entre ambition et précipitation. La question n'est pas seulement de savoir si ces pays peuvent organiser la CAN, elle est plus vaste. Le continent est-il prêt à concilier expansion, équité et excellence organisationnelle? Car dans le football, comme dans toute grande compétition, la passion seule ne suffit pas. Il faut la vision, le timing et la rigueur pour transformer un projet ambitieux en succès incontestable. Un autre point de tension majeure s'impose à l'horizon. La Coupe d'Afrique des Nations 2028 n'a toujours pas trouvé de pays organisateur. Dans le football moderne, l'anticipation n'est pas un luxe, c'est une arme stratégique. Chaque décision doit être pensée des mois, parfois des années à l'avance. Planification logistique, investissement dans les infrastructures, accord avec les sponsors, partenariats médiatiques, tout repose sur une visibilité claire et une organisation rigoureuse. Sans cette clarté, construire une compétition solide devient presque impossible. Les clubs ne peuvent pas préparer leurs joueurs correctement. Les fédérations nationales restent dans l'incertitude. Et les supporters se retrouvent confrontés à un vide qui sape l'excitation et l'engouement autour de l'événement. Une CAN sans certitude, c'est un risque pour le prestige et la crédibilité du football africain sur la scène internationale. Pour beaucoup d'observateurs avisés, le message est limpide. Il faut désigner un pays hôte rapidement. Mais plus encore, il faut assumer pleinement les choix déjà pris pour 2027. On ne peut pas jongler avec le calendrier continental et remettre en question les engagements pris. Dans un continent où le football est une passion, un héritage et une vitrine mondiale, la rigueur organisationnelle n'est pas une option, elle est une obligation. Le temps presse, les décisions doivent être claires, les responsabilités assumées. Parce que chaque mois perdu est une opportunité compromise et à ce rythme, le risque d'instabilité plane sur le continent tout entier. Le football africain mérite mieux, il mérite une stratégie cohérente et une vision assumée jusqu'au bout. Une nouvelle bombe vient de secouer le football africain. L'idée d'augmenter le nombre d'équipes à la CAN, passant de 24 à 28 participants. Immédiatement, les interrogations fusent et les passions se réveillent. Pourquoi ce changement maintenant? La dernière édition de la CAN a été saluée par beaucoup comme un succès retentissant. Spectacle, intensité, émotion forte
et quelques surprises qui ont tenu le continent en haleine. Le niveau général des équipes a été largement satisfaisant et les matchs ont montré que la compétition, dans sa formule actuelle, savait créer du suspense et mettre en valeur l'excellence du football africain. Or, le principe fondamental des qualifications reste inchangé. L'exigence prime sur la facilité, le mérite prime sur le hasard et la rareté forge la valeur. Chaque place compte. Chaque match est un enjeu réel. C'est cette pression qui pousse les nations à se dépasser et qui transforme la CAN en un rendez-vous prestigieux et attendu. Alors, augmenter le nombre d'équipes, est-ce vraiment renforcer la compétition ou au contraire en diluer l'intensité? La question n'est pas anodine. Plus d'équipes signifie plus de matchs, plus de logistique, plus de déplacements et surtout un risque que certaines rencontres deviennent prévisibles ou déséquilibrées. La magie du tournoi pourrait s'étioler si la valeur de chaque qualification venait à être relativisée. C'est le dilemme actuel du football africain. Comment concilier expansion et qualité, inclusion et excellence, spectacle et mérite? Les décisions à venir détermineront si la CAN continue de rayonner comme le joyau du continent ou si elle perd une partie de son éclat dans un format élargi mais moins exigeant. Et pour beaucoup, cette interrogation est au cœur de la vision future du football africain. Sur le papier, la Ligue des Nations africaines apparaît comme une initiative audacieuse et prometteuse. Elle promet un format dynamique, des confrontations régulières et compétitives et surtout une opportunité unique d'élever le niveau général du football sur le continent. Une vraie chance pour les nations de tester leurs forces, de bâtir leur cohésion et de préparer les échéances majeures comme la Coupe d'Afrique des Nations ou les qualifications pour la Coupe du Monde. Mais voilà, la première ébauche du projet, telle qu'elle est actuellement envisagée, suscite des inquiétudes. L'idée de limiter les matchs à des confrontations strictement régionales, Afrique du Nord contre Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest contre Afrique de l'Ouest, Afrique australe entre elles, divise. D'un côté, elle peut sembler pratique pour réduire les déplacements ou renforcer les rivalités locales. Mais d'un autre côté, elle risque de cloisonner le football africain, de limiter les rencontres de haut niveau et d'empêcher les équipes de se mesurer aux meilleures forces du continent. Face à cette vision, certains observateurs proposent un modèle à l'image de la Ligue des Nations européennes, fondé sur la méritocratie et la hiérarchie sportive. Des divisions par niveau, avec promotion et relégation, afin que chaque équipe joue à son juste niveau et ait la possibilité de progresser. Imaginons Division 1, les grandes nations africaines, celles qui ont l'expérience et le palmarès, Sénégal, Maroc, Côte d'Ivoire, Cameroun, Algérie. Division 2, nations solides mais encore en progression comme le Mali ou la Guinée. Division 3 et 4, équipes émergentes en développement qui ont besoin de matchs équilibrés pour progresser. Ce système a un double avantage, il stimule la compétition et garantit une montée en puissance progressive des nations. Chaque match devient un véritable enjeu, chaque performance a un impact direct sur la hiérarchie continentale et chaque nation peut se fixer des objectifs concrets pour grimper les divisions. Au final, une Ligue des Nations pensée ainsi ne serait pas seulement une compétition, elle deviendrait un moteur stratégique de développement pour tout le football africain, un tremplin pour révéler de nouveaux talents, renforcer la compétitivité et préparer le continent à rivaliser avec le reste du monde. Le choix est clair, cloisonnement régional ou excellence continentale. Et pour que le football africain continue de croître, il faut miser sur la vision la plus ambitieuse. Une autre proposition incontournable, et sans doute l'une des plus importantes, concerne la responsabilisation des pays candidats à l'organisation de la CAN. Car organiser une Coupe d'Afrique des Nations n'est pas un simple honneur symbolique ou un trophée à brandir dans les discours officiels, c'est un engagement colossal qui exige préparation, discipline et rigueur à tous les niveaux. Lorsqu'un pays se porte volontaire pour accueillir le tournoi, il ne signe pas seulement pour quelques semaines de match, il s'engage sur plusieurs années de planification, d'investissement dans les infrastructures, de coordination logistique et de gestion médiatique. Et cet engagement ne peut être pris à la légère. La moindre hésitation, le moindre retard peut avoir des conséquences dramatiques sur l'ensemble du calendrier continental. Sauf circonstances exceptionnelles, une guerre, une crise sanitaire majeure ou un événement imprévu et incontournable, un pays hôte doit assumer son rôle jusqu'au bout. Il ne s'agit pas seulement de respecter une promesse administrative, mais de garantir la fluidité, la crédibilité et la réputation du football africain sur la scène internationale.
L'instabilité dans l'organisation n'a pas de coût neutre. Elle se mesure financièrement avec des budgets qui explosent et des sponsors qui se retirent. Sportivement, avec des équipes mal préparées et des compétitions déséquilibrées. Et en termes de crédibilité, car chaque report ou impréparation entame la confiance des supporters et des observateurs du monde entier. Pour que la CAN reste un tournoi de référence, pour que le football africain conserve sa légitimité et son rayonnement, il est impératif que chaque pays candidat soit pleinement responsable de son engagement et que les règles soient claires, strictes et appliquées avec fermeté. C'est ainsi que le continent pourra transformer chaque édition de la CAN en un succès durable et incontesté. Le ton est incisif. Les mots frappent fort. Mais derrière cette fermeté se cache un objectif précis et mesuré. Mettre la pression sur les institutions, pas sur les individus. Il ne s'agit pas d'insulter, de harceler ou de créer des conflits personnels. Il s'agit d'un pressing constant, réfléchi et structuré comme celui que l'on exerce sur un terrain de football. Méthodique, stratégique, calculé pour faire bouger l'adversaire, révéler ses failles et le pousser à se dépasser. Dans le football, on sait qu'un bon pressing peut faire craquer la meilleure défense, modifier le cours d'un match et créer des opportunités là où tout semblait verrouillé. Et sur le terrain de la gouvernance sportive, certains espèrent exactement le même effet. L'idée est simple mais ambitieuse. Un engagement citoyen fort, argumenté et répété peut faire évoluer les règles, les décisions et la stratégie des instances dirigeantes. C'est une bataille d'intelligence et de persévérance où la passion du football se transforme en moteur d'action et de changement positif pour tout un continent. Ce n'est pas une lutte de colère, c'est une lutte de responsabilité, de vision et de conviction. Montrer qu'il est possible d'exiger l'excellence et la cohérence sans tomber dans l'attaque personnelle. Et c'est précisément ce type de pression, juste, constante et réfléchie, qui peut à terme faire plier l'inertie et remodeler le football africain pour le meilleur. Il y a 5 points qui, pour beaucoup, pourraient redéfinir l'avenir du football africain. Repenser la fréquence de la CAN pour retrouver le rythme qui faisait vibrer les stades et maintenir l'élan des générations de joueurs. Maintenir le format à 24 équipes afin de préserver l'exigence, le mérite et la compétitivité de chaque match. Désigner rapidement l'organisateur de la CAN 2028 pour garantir stabilité, planification et visibilité à toutes les parties prenantes. Sanctionner les engagements non tenus afin que la responsabilité et la crédibilité deviennent des principes incontournables dans la gouvernance continentale. Créer une Ligue des Nations basée sur le niveau et non sur la géographie pour permettre aux équipes de progresser selon leurs forces et instaurer un véritable système méritocratique. Le football africain traverse aujourd'hui une période charnière. Jamais le talent n'a été aussi foisonnant. Jamais la visibilité internationale n'a été aussi grande. Mais jamais, dans le même temps, les choix stratégiques et organisationnels n'ont été autant scrutés, analysés et critiqués. La question n'est plus simplement qui a raison, elle devient quelle direction voulons-nous réellement prendre pour l'avenir du football africain ? Et il faut le reconnaître, les grandes révolutions naissent souvent de débats passionnés, de discussions vives mais constructives, de confrontations d'idées qui bousculent les habitudes et ouvrent de nouvelles perspectives. Le terrain est prêt, les supporters sont attentifs, parfois impatients, toujours passionnés, et pendant que chacun observe, l'histoire du football africain continue de s'écrire match après match, décision après décision. À très vite sur ce même terrain d'actualité et de passion. Et d'ici là, prenez soin de votre flamme, celle qui fait vibrer le continent à chaque coup de sifflet.